Créer sa propre entreprise, c'est vraiment une aventure magnifique. Ce n'est pas simple, ça ne s'improvise pas, mais ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Eh bien parce que vous créez tout vous-même, tous les éléments de votre projet. Ça nécessite de la préparation, du travail, et c'est ce que nous allons voir au travers de ces 9 vidéos. Nous allons parcourir tous les éléments importants pour lancer votre projet. Pour lancer votre projet, fondamentalement, vous devez maîtriser 3 compétences. La première, c'est ce qu'on appelle la compétence produit. C'est tout ce qui concerne votre produit-service. Par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant qui propose de la cuisine végétarienne, il faut évidemment que la cuisine soit bonne, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le menu, les recettes, l'organisation en cuisine, le matériel, vos fournisseurs. Bref, il faut que tout ça tourne. Et tout le temps que vous allez mettre pour vous former, pour vous préparer, pour vous améliorer dans votre propre compétence produit, eh bien, vous allez le retrouver au bout dans votre projet en termes de qualité. La deuxième compétence, c'est la compétence gestion. Créer une boîte, ça passe par des chiffres. Il y a de l'argent qui rentre, qui sort. Il faut parvenir à être rentable. Il y a aussi la fiscalité, la comptabilité, l'organisation d'une manière générale. Il est important de pouvoir travailler avec des partenaires, avec un comptable, avec un juriste. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la compétence gestion ou encore le cerveau gauche, donc tout ce qui va être rigueur, organisation, le cerveau droit étant plutôt tout ce qui va concerner la vision, la créativité. La troisième compétence qui est indispensable pour lancer votre projet, c'est ce qu'on appelle la compétence externe, la communication, la vente. On dit souvent « pas vu, pas vendu ». C'est simple, mais c'est très vrai. Si on ne voit pas votre proposition, bien, évidemment, on n'a aucune possibilité de l'acheter. Donc, la compétence de communication, de porter le message et puis surtout de vendre, de trouver vos clients est évidemment indispensable. Que ce soit parce qu'on veut sauver la planète par conviction personnelle ou pour une question de stratégie, toutes les entreprises vont devoir se mettre à la durabilité. Les entreprises vont devoir s'y mettre parce que leurs clients le demandent, parce que l'obtention des subsides va y être conditionnelle, parce que les réglementations et les lois européennes et belges vont changer, ou simplement parce que le monde va devenir de plus en plus complexe et que du coup, être durable, c'est aussi assurer une réelle résilience. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On peut d'abord s'occuper de l'environnement. Les entreprises ont un impact environnemental fort et donc réfléchir à l'économie circulaire, à la gestion des déchets, à la gestion de l'énergie ou au changement climatique est un des piliers de la durabilité. Le deuxième pilier, ça va être de s'occuper des aspects sociaux et sociétaux. Comment sont traités vos employés, le bien-être au travail, le bien-être des humains dans la chaîne de valeur de votre organisation. Le troisième pilier, c'est la gouvernance, c'est la façon dont les entreprises informent et prennent des décisions au sein de l'organisation. Et donc ici, une entreprise durable va essayer de rendre la gouvernance de l'entreprise la plus participative possible pour engager toutes les parties prenantes. Et puis surtout, en fait, la durabilité, c'est une occasion unique de saisir de nouvelles opportunités et de remplir de nouveaux besoins qui vont apparaître sur le marché. Alors pour commencer votre trajet durable, vous pouvez faire plein de choses. Le premier que je vous conseillerais, c'est de participer à des événements, de discuter avec des entrepreneurs qui ont fait le chemin. La deuxième proposition, c'est de vous former. Il y a plein de formations en ligne qui vont vous expliquer tous les enjeux, toutes les opportunités de la durabilité et comment vous mettre à l'action. Et puis troisième point, évidemment, c'est vous mettre à l'action. Ça peut être soit commencer par un team building, commencer par faire un workshop pour comprendre les enjeux pour votre organisation, travailler sur la mobilité, travailler sur le zéro déchet. Plein de choses à faire pour vous mettre en chemin, donc allez-y. Dans cette première vidéo, nous allons voir un ensemble d'éléments, l'étude de marché, la validation de votre projet et le test, le business model Canva et le fameux plan financier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez
une idée, une envie de créer votre entreprise. En fait, on ne sait jamais à l'avance si ça va fonctionner un peu, beaucoup ou pas du tout. Il y a 4 questions à vous poser. Première question, ça concerne votre marché. Qui sont les acteurs? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des opportunités particulières ou alors au contraire des menaces? Et enfin, est-ce qu'il y a des règles, des obligations à respecter pour pouvoir exercer dans ce marché-là? La deuxième question concerne vos clients. Qui sont-ils? Pourquoi vont-ils venir chez vous? Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont acheter votre produit-service? La troisième question concerne vos concurrents, qui peuvent éventuellement aussi devenir des partenaires. Qui sont vos concurrents? Que proposent-ils? Et vous, de votre côté, quelle va être votre différence, votre spécialisation, les éléments qui vont faire qu'on aura envie d'aller spécifiquement chez vous. La quatrième question est où vendez-vous? Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce qu'on va vous trouver? Et donc, est-ce qu'il y a des lieux, des moments, des endroits favorables pour vous rendre disponible par rapport à vos clients? Fondamentalement, étudier le marché, ça veut dire collecter toute une série d'informations, vous confronter au terrain, à la vraie réalité, aux vrais clients, pas seulement les amis et la famille, de manière à pouvoir façonner votre projet pour qu'il se lance de la meilleure des manières. Dans la pratique, comment procéder pour étudier votre marché? D'abord, tout naturellement, questionnez autour de vous, visitez des foires, lisez des sites internet, des revues, des études, etc. Bref, intéressez-vous à ce qui se passe dans votre marché. Deuxièmement, vous pouvez trouver des informations existantes qui sont reprises dans des enquêtes, dans des rapports, auprès d'organismes publics, de fédérations professionnelles. Il y a souvent des choses intéressantes à aller voir, notamment pour calibrer l'ensemble de votre marché. Troisièmement, vous pouvez contacter des experts. Les experts vont pouvoir en très peu de temps vous donner pas mal d'informations de nature qualitative, plus en profondeur sur un certain nombre de choses. Et enfin, vous pouvez procéder à une étude de marché spécifique. On aura soit une étude de type quantitatif, c'est-à-dire que là, on va questionner beaucoup de monde, des centaines de personnes, dans l'idée de recueillir toute une série d'informations avec des chiffres, des tendances, des ordres de grandeur. Le deuxième type d'étude va être une étude qualitative, où là, on va interroger quelques personnes, mais on va aller loin, on va aller dans la nuance, on va aller en profondeur dans les questionnements. On va, dans l'étude qualitative, plutôt aller chercher des éléments pour spécifier les besoins, les freins, les peurs, la réalité de ce qui se passe, de ce qui est ressenti, de l'expérience utilisateur pour vos prospects, vos clients, vos parties prenantes. Dans les deux cas, qu'on soit en quantitatif ou en qualitatif, testez votre questionnaire à l'avance pour que ça se passe bien une fois que vous mettiez ça en place. Attention, l'étude de marché, ça donne un certain nombre d'indications. Ce n'est pas la vérité. La vérité, on ne la connaît qu'à un seul moment, c'est le moment de la vente. Quand je propose mon produit ou mon service, c'est là que je vois vraiment si ma proposition est bonne et donc si le client achète. Au final, pour devenir professionnel, vous allez étudier en permanence votre marché, c'est-à-dire que vous allez être attentif à tout ce qui se passe. Un bon réflexe à avoir par rapport à ça, c'est de poser des questions à toutes vos parties prenantes, tous vos contacts, les fournisseurs, les fabricants, les concurrents. Donc se lancer, c'est passionnant et à la fois, ça fait un peu peur. Comment faire alors pour valider les choses avant de démarrer? En fait, il y a 3 éléments à valider. Premièrement, la faisabilité. Est-ce que vous êtes capable de
fabriquer votre produit ou prester votre service de manière qualitative pour qu'il y ait des clients. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une désirabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des vrais clients au bout qui vont être d'accord de mettre de l'argent pour faire appel à vos services ou acheter votre produit? Troisièmement, est-ce que vous allez être rentable? Donc, au bout de l'année, en ayant vu toutes les rentrées d'un côté et toutes les dépenses nécessaires de l'autre, est-ce que vous êtes en positif? La rentabilité, on le verra tout de suite, ça peut se prévoir assez facilement parce qu'on va être dans le domaine des chiffres, ça va être assez carré. La faisabilité, ça va dépendre de vous, de votre talent, de votre passion, de ce que vous allez pouvoir apporter au monde et à vos clients. La désirabilité, par contre, ça c'est l'élément le plus difficile à prévoir, à définir. Est-ce que vous allez avoir des clients ou pas, un peu ou beaucoup? Du coup, comment est-ce qu'on peut faire dans le chemin entrepreneurial? Eh bien, on va passer par la case du test. Le test va faire gagner beaucoup de temps et d'argent. En fait, l'idée, c'est dès que vous êtes prêt d'avoir une version minimale de votre projet, de votre produit ou de votre service, de le proposer à un certain nombre de prospects, et tout ça en condition client. On va voir à ce moment-là si ça va fonctionner un peu, beaucoup ou pas du tout. L'idée du test, ça va être de valider toute une série d'hypothèses, toutes les questions que vous vous posez. Est-ce que ce sont les vrais besoins du client? Quels sont les ressentis? Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience client? Est-ce que tous les éléments de la solution sont là? Est-ce que les prix sont bien positionnés? Et ainsi de suite. Question, quand faut-il tester? Naturellement, on a tous plus ou moins la tendance à essayer d'avoir le produit parfait. Et en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, on ne sait jamais à l'avance si ça va fonctionner un peu, beaucoup ou pas du tout. Et donc, en fait, on a intérêt à aller le plus vite possible chez nos prospects, chez nos clients pour vérifier ça. Donc, ne pas viser le produit parfait, aller vite sur le terrain et voir ce qui se passe. Quand on est dans le test, il va y avoir 3 réponses possibles. Premièrement, le test est validé, on voit que ça mord, que ça prend, que les clients sont OK, que moi je suis OK, ça me plaît, c'est mon talent. Ça c'est let's go, on y va. Deuxième possibilité, on voit qu'une partie de la réponse est bonne, mais pas la totalité. Et donc on va devoir faire un certain nombre d'améliorations au produit ou au service, pivoter, comme on dit, sur un certain nombre d'éléments pour arriver alors à une version qui est améliorée. On refait un test et dès que c'est bon, on est alors prêt à se lancer. Et il arrive aussi qu'à la sortie du test, on se rend compte qu'en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, que ce soit d'ailleurs au niveau de la clientèle, mais aussi à mon niveau en tant qu'entrepreneur. Je peux me rendre compte qu'en fait, ce projet-là, il n'est pas fait pour moi maintenant. Eh bien, à ce moment-là, on aura gagné du temps, en fait. C'est ce qu'ils appelaient chez Google la technique « fail fast », donc échoue rapidement. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible sur le terrain, au contact avec le marché, pour voir dans quelle mesure ça fonctionne. Le business model Canva est un outil simple et efficace qui va vous permettre de valider le modèle économique de votre projet. À savoir, est-ce que votre projet est désirable, faisable et viable? Ce sont les 3 grandes sous-parties de cet outil. Commençons directement par la désirabilité, c'est-à-dire la partie en haut à droite de votre Canva. Le premier bloc concerne les segments de clients. À qui est-ce que vous vous adressez? Quels sont ces segments de clients? Et est-ce que vous avez pu identifier quels sont les besoins de ces différents segments de clients? Le deuxième bloc concerne la proposition de valeur. Quelle est votre solution? Et en quoi cette solution répond aux besoins que vous avez identifiés auprès de vos segments de clients? Aussi, en quoi cette solution est différente de ce qui existe sur le marché? Le troisième bloc concerne les canaux. Comment allez-vous délivrer cette proposition de valeur à vos différents segments de clients? Par quel canal? Allez-vous être en direct auprès de vos clients
via votre propre magasin, via un site e-commerce, ou allez-vous passer par des intermédiaires? Pensez aussi à la logistique et au transport. Le quatrième bloc concerne la relation client. Quel type de relation voulez-vous mettre en place avec vos clients? Comment allez-vous attirer vos premiers clients? Comment allez-vous faire connaître? Et ensuite, comment allez-vous fidéliser vos clients? Comment allez-vous réaliser des ventes supplémentaires? Passons maintenant à la faisabilité, la partie en haut à gauche de votre canevas. Le cinquième bloc concerne les activités clés. Quelles sont les activités qui vont être nécessaires à la création de votre solution? Quelles sont les activités que vous maîtrisez en interne, votre core business, et quelles sont les activités que vous allez devoir externaliser auprès de partenaires clés? Même chose avec les ressources. Quelles sont les ressources clés dont vous disposez en interne, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières, des ressources physiques, matérielles ou des ressources intellectuelles? Quelles sont celles dont vous disposez et quelles sont les ressources que vous allez devoir aller chercher à l'extérieur auprès de partenaires clés? Ceci nous amène donc au dernier bloc de la partie faisabilité. Qui sont ces fameux partenaires clés? Passons maintenant à la dernière section, la viabilité de votre projet. C'est la section en bas de votre canevas. Le huitième bloc concerne les coûts. Quels sont l'ensemble des coûts inhérents à votre projet? Et le neuvième bloc, quels sont les revenus que votre projet va pouvoir engendrer selon vous, en espérant que les revenus soient supérieurs aux coûts. Ceci clôture l'ensemble des 9 blocs du canevas. Je vous conseillerais cependant d'en ajouter un 10e. Quel sera l'impact de votre projet tant sur l'environnement que sur la société? On va maintenant illustrer ces 9 blocs du Business Model Canva avec un cas concret. Alors je fais appel au public. Avez-vous une idée de cas concret? On part donc sur une friterie. Premier bloc, les clients. À qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on lance une friterie? Eh bien, si on faisait une friterie pour les familles. Une friterie pour les familles. Et quelle est notre proposition de valeur? Quelle est notre solution pour ces familles? Eh bien, l'idée pourrait être d'avoir des frites saines. Oui, c'est possible, pourquoi pas. Des bonnes frites, mais à côté, une petite salade, des bons produits. Voilà, on va rendre ça sain avec un bon cuistot. Et en termes de canaux, comment est-ce qu'on va délivrer nos frites à nos clients? Moi, j'aime bien dans la friterie, c'est l'idée du contact, de la chaleur avec les gens. Donc, si on faisait quelque chose où on essaye de créer un frite-côte dans chaque commune, ça pourrait être sympa. Très sympa. Et donc, tu parlais de ce contact. Quel est le type de relation que tu veux mettre en place avec ces clients? Moi, je me dis si on pouvait créer une petite communauté et pourquoi pas donc créer l'entreprise sous forme d'une coopérative et donc on impliquerait les familles localement. Excellent. 5e et 6e bloc, quelles sont les activités et les ressources clés pour ce projet? Alors les activités, il faut effectivement qu'on sache faire des frites saines, un bon menu, etc. Donc là, il va falloir travailler le produit, gérer la communauté aussi, créer cette relation entre les gens pour que ça devienne vraiment un endroit local sympa. Est-ce qu'il nous faut des partenaires? En tout cas au niveau des produits, un maximum de producteurs locaux, donc créer du lien aussi avec les agriculteurs et autres. Quels seront les principaux coûts? Alors les coûts, ça va être, j'imagine, le matériel, le lieu, le frite-côte. Et en termes de revenus, quelles seront les sources de revenus? Eh bien, ce qu'on va vendre le vendredi soir, quand toutes les familles seront là, et le reste de la semaine aussi. Et par contre, on va adapter le prix à la qualité. Donc je sais pas, moi j'imagine un bon repas à base de frites, mais sain, autour de 9 €. On part là-dessus? On part là-dessus. Dernier élément. As-tu pensé à l'impact au niveau environnement et au niveau de la société que pourrait avoir cette friterie? Alors il y a premièrement les produits, donc prendre des produits locaux, bio, la meilleure qualité. Il y a le lien social qu'on pourrait créer avec ces familles en coopérative. On pourrait aussi, pourquoi pas, inclure dans le projet des personnes en situation de handicap. Magnifique, je signe. Let's go! On y va, c'est parti!
Un gros morceau de la création d'entreprise, c'est le fameux plan financier. On parle de plan financier, de business plan, de budget, etc. Voyons ça ensemble. Première chose, le budget, s'il y a un seul outil à avoir, c'est celui-là. C'est un outil majeur. Et bonne nouvelle, tout le monde sait faire un budget. Vous partez en vacances, vous pouvez préciser les coûts, où vous voulez aller en vacances, prendre un certain nombre de choix et vous allez suivre votre budget de vacances. Eh bien, pour l'entreprise, c'est la même chose. L'idée, c'est de voir sur toute une année tout l'argent que vous allez pouvoir rentrer dans l'entreprise, ce que vous allez générer comme revenu, et puis en face de ça, les coûts que vous allez devoir dépenser pour arriver à développer l'activité. L'idée, évidemment, c'est de terminer à l'équilibre, et même mieux qu'à l'équilibre, avec un solde positif. On parle souvent de 10 à 20% de solde positif. Si vous arrivez à ça, vous allez avoir une entreprise qui est bien gérée, qui est saine financièrement. Alors, la partie coût, dépenses, en général, c'est assez facile à estimer, parce qu'on va lister tous les éléments dont on a besoin. Ce n'est pas très difficile d'aller chercher le prix d'une machine, de matériaux à acheter, et ainsi de suite. Là où ça se corse, c'est au niveau des revenus. Les revenus, ça va être ce que je vais vendre, à quel prix, à quel volume. Les prix, en général, on les a définis, on les a précisés, quitte à avoir quelques marges de négociation, mais qui peut dire ce qu'il va vendre dans l'année qui suit? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de faire un budget prévisionnel. On va prévoir ce qu'on va vendre et comment on va fonctionner dans l'année qui suit. D'une part, ça va me permettre de fixer mes objectifs. Par exemple, je dois vendre autant de produits par mois à tel prix. Et au fur et à mesure de l'année, je vais pouvoir voir est-ce que j'y arrive un peu, beaucoup ou pas du tout. Et ça va me permettre de prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que je fais un peu plus de publicité? Est-ce que je change mes prix? Est-ce que je vais engager quelqu'un en plus? Et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on a besoin du budget. Ça, c'est vraiment l'élément central. Et vous savez faire un budget de manière simple sur un tableau Excel. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas très chaudement. Deuxième partie, c'est la notion de trésorerie. Alors, dans la trésorerie, on va parler d'argent. C'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort. On va vérifier ce qui reste sur le compte, ce qui reste dans la caisse de l'entreprise. De nouveau, bonne nouvelle, tout le monde sait faire un tableau de trésorerie, c'est pas compliqué. On va commencer au mois de janvier, on va voir, tiens, qu'est-ce qu'on a comme argent sur le compte début janvier. On va rajouter toutes les entrées du mois de janvier. On va soustraire toutes les sorties, toutes les dépenses. On va avoir un résultat en fin janvier. Quelle est la situation de trésorerie? Combien est-ce qu'il y a d'argent sur le compte de l'entreprise? Ce qui correspond à fin janvier, on va le retrouver évidemment début février. Et on va continuer l'exercice comme ça. On conseille de faire un tableau de trésorerie sur les 12 à 18 mois prochains, ce qui va me permettre de vérifier quoi? Eh bien, vérifier s'il n'y a pas un ou plusieurs mois où je vais plonger en dessous de zéro. Et ça, c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus de cash dans l'entreprise et donc on pourrait être en situation de cessation de paiement et de faillite. D'où, une fois qu'on a fait ce tableau de trésorerie en prévoyant toutes les rentrées et toutes les sorties, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des moments où on aura besoin d'injection d'argent en plus, donc de financement. Ce financement, il peut venir de diverses manières, on le verra dans une autre vidéo. On peut avoir du financement qui va venir par des prêts, par exemple d'une banque, ou par des investisseurs, ou encore par d'autres voies. Donc l'idée, ne pas passer en dessous de zéro, et mieux même, c'est de prévoir un peu de réserve. On calcule souvent la réserve en nombre de mois de dépenses et donc si on peut arriver au début à 1 mois et puis à 3 mois et puis même à 6 mois de réserve de trésorerie, et bien là on va commencer à avoir une entreprise qui est beaucoup plus stable au niveau financier. Dans le tableau de trésorerie, c'est bien tout l'argent qui rentre et qui sort et donc il va falloir prévoir les aspects TVA qu'on va devoir payer, les impôts qu'on va devoir payer, les rémunérations, les achats et ainsi de suite.
Et donc finalement, le fameux plan financier, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est le plan dans lequel on va mettre tous les éléments qui se rapportent aux finances. Et donc on va avoir le budget, le plan de trésorerie et si on en a besoin, les sources de financement. À côté de ça, on a le business plan. Le business plan, c'est le plan qui va expliquer votre business, donc votre activité d'une manière générale. Écrire et travailler un business plan, c'est quoi? C'est se préparer de manière professionnelle et solide et ça va être un outil de communication pour un certain nombre de partenaires potentiels, des associés, des fournisseurs, des clients et surtout des partenaires financiers. Comment convaincre un partenaire financier, que ce soit une banque ou un investisseur? Eh bien, on va lui présenter un business plan, quelque chose qui est solide et complet. Du coup, dans un business plan, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va retrouver d'abord un résumé, on va faciliter la vie du lecteur, tous les éléments qui sont relatifs à votre produit ou votre service, votre marché, vos clients, surtout comment vous allez parvenir à convaincre ces clients, ce qu'on appelle le marketing, donc l'image, la communication, comment vous allez rentrer en contact avec le marché. Si vous avez une équipe, eh bien l'équipe elle va être centrale, donc qui constitue cette équipe, quel talent, quelles compétences est-ce que vous avez su réunir. Et enfin, la mission, les valeurs, donc pourquoi fondamentalement est-ce que vous voulez faire ce projet. Dernière partie et non des moindres, c'est évidemment le plan financier dans lequel on va retrouver budget, trésorerie et sources de financement. Prendre la peine de réaliser votre business plan, ça va vous forcer à calculer, à inventer, à trouver des solutions, à prévoir et à construire votre projet de manière solide. Vous allez en être rassuré vous-même et vous allez pouvoir rassurer un certain nombre de parties prenantes. C'est dur et chouette en même temps. Donc tout dépend où on se retrouve, mais il faut avoir du courage et de l'audace en tout cas pour pouvoir vendre et même se vendre soi-même aussi. Ça peut être le plus dur et le plus chouette, ça dépend comment on approche la chose. Pour moi, vendre, c'est parler de sa passion, parler de soi, et puis lâcher prise. C'est trouver le juste équilibre entre pousser à travers des relances, etc., la création d'offres, mais aussi savoir lâcher prise quand il faut arrêter, quand en fait ça ne va pas se faire et l'accepter, c'est OK, et on continue. Le plus dur, mes associés diraient sûrement le plus chouette. Les premiers jours, c'est le plus dur, parce qu'on a l'impression d'être un marchand de tapis, mais par la suite, c'est le plus chouette, parce qu'en fait, c'est fait de rencontres et de solutions qu'on propose à des problèmes. J'ai la chance de ne pas devoir vendre. Je réponds plutôt à des offres et à des demandes de clients. La vente, c'est le plus dur. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la création, faire du dessin, etc. Mais la vente, c'est le plus important dans notre métier, parce que c'est ça qui nous fait vivre. On va recevoir de l'argent, etc. Mais c'est le plus dur parce que c'est un métier tous les jours. Tous les jours, il faut poster, tous les jours, il faut faire de la promotion, etc. Il faut arriver à amener une énergie et à se vendre. Moi, je suis un passionné de vente, donc c'est le plus chouette. Bien, la vente, c'est en fait du relationnel finalement. C'est vraiment rentrer en relation avec son client, comprendre ses besoins, poser les bonnes questions. Et finalement, c'est comme ça qu'on comprend aussi comment on peut mieux présenter notre offre. Et c'est là qu'on close des deals. Donc, c'est chouette. Non, la vente, c'est le plus facile, mais j'adore ça. Parce que c'est à nouveau parler de son projet, de ce qu'on fait bien, idéalement, de le défendre avec ses propres arguments. Et puis bon, moi j'ai un passé de vendeuse, donc ça me va bien.